Parfois, je me demande si l'amour n'est pas une maison de verre, si belle à regarder, si facile à briser, et dont les éclats, une fois dispersés, sont impossibles à rassembler sans se couper les doigts de l'âme. C'est le genre de pensée qui vous vient quand votre vie, que vous pensiez connaître par cœur, se transforme en un champ de ruines, et que la seule chose qui reste est un goût amer de cendre sur la langue. Mais avant que la tempête ne frappe, il y avait la quiétude, une paix que je croyais éternelle. J'avais 38 ans quand tout a basculé. Je vivais dans cette maison de briques rouges, à l'orée d'une ville moyenne de province, un endroit sans grand cachet mais rempli des échos de nos vies. Ni une métropole bouillonnante, ni un village endormi, juste cet entre-deux où les rêves se sentent parfois un peu lointains, mais où l'espoir, lui, s'accroche toujours à quelque chose. Mes parents, d'origine modeste, m'avaient appris la valeur du travail, l'importance de garder les pieds sur terre, de persévérer coûte que coûte. Clara, elle, venait d'un milieu un peu plus favorisé, sans pour autant rouler sur l'or. Nous nous étions rencontrés sur les bancs de la faculté, à cette époque bénie où l'avenir se déroulait devant nous comme un tapis sans fin, où chaque porte semblait s'ouvrir sur une promesse. Je m'étais orienté vers la logistique, devenant chef de projet, ma vie quotidienne une partition de chiffres, de planning serré et de livraisons à respecter. Une danse incessante avec l'imprévu qui, je peux vous l'assurer, n'attend jamais le bon moment pour se manifester. Clara, elle, avait choisi d'être enseignante en école primaire, son monde peuplé de rires d'enfants, de cahiers à corriger et de la patience infinie qu'il faut pour modeler de jeunes esprits encore malléables. Notre routine, notre routine. Elle était le ballet silencieux de millions de couples autour du globe. Le réveil bien avant l'aube, l'arôme entêtant du café frais qui emplissait la cuisine, les baisers volés entre deux bouchées de tartines grillées. Puis, la course effrénée contre la montre pour déposer nos deux enfants, Léa, notre fille de 10 ans, et Tom, notre fils de 7 ans, à l'école avant d'affronter les embouteillages matinaux. Le soir, le même rituel inversé, récupérer les enfants, surveiller les devoirs qui parfois semblaient insurmontables, préparer le dîner dans un joyeux brouhaha, et enfin, les histoires du soir, cette bulle de tendresse et de chaos avant que le silence ne retombe enfin sur la maison, lourd de la fatigue accumulée. Nous partagions ces moments, ces infimes particules de temps qui, tissées ensemble, formaient le canevas de notre existence. Les week-ends, nous tentions de nous évader, une simple balade en forêt, un pique-nique improvisé au bord d'une rivière, ou un film devant lequel nous finissions par nous endormir, l'un après l'autre. Non, ce n'était pas la vie romanesque des magazines, mais une vie réelle, avec ses imperfections, ses éclats de rire inattendus et ses moments de lassitude. N'est-ce pas, au fond, ce que nous recherchons tous? Une forme de stabilité, un réconfort dans le familier, un port d'attache même si la mer autour est parfois démontée? C'était ça, notre vie. Je me souviens particulièrement des dimanches matins. Le soleil filtrait paresseusement à travers les rideaux légèrement usés, peignant des motifs lumineux sur le parquet. Le parfum du café frais se mêlait à celui des crêpes que Clara préparait avec un entrain joyeux. Je la regardais, sa silhouette penchée sur la poêle, son petit tablier fleuri qu'elle ne portait que pour ces occasions, et je me sentais étrangement complet. Comme un vieil arbre dont les racines sont profondes, nourri par cette terre qu'il connaît depuis toujours. Clara était la lumière de ma maison, son rire emplissait chaque recoin, elle était cette force tranquille qui compensait mes propres doutes, mes insécurités parfois tenaces. Ses mains, toujours actives, ses yeux qui pétillaient de malice, même après une longue journée. C'était bien plus qu'une partenaire, c'était une amie, une amante, une confidente. Mon épouse. Je ne cherchais rien de plus, je ne voulais rien de plus. Je croyais en notre histoire, en la solidité de ce que nous avions patiemment construit, pierre par pierre, avec le ciment de l'amour et de la patience. Je voyais nos enfants grandir, nos projets se dessiner, l'avenir comme une page blanche que nous écririons ensemble, main dans la main. N'est-ce pas la promesse tacite de tout mariage, cette toile de fond invisible qui nous murmure que, quoi qu'il arrive, nous affronterons les épreuves unies? Mais cette toile, aussi solidement tissée qu'elle pût paraître, était étirée sur un cadre un peu trop fragile. Nous vivions à une époque où la précarité n'était jamais très loin, tapis dans l'ombre. La crise économique persistait, les prix ne cessaient de grimper, les salaires stagnaient, figés dans une indifférence cruelle. Chaque mois, notre budget était un numéro d'équilibriste, une danse délicate sur le fil du rasoir. L'épargne était un mot qu'on prononçait avec une pointe d'ironie, un rêve lointain qui s'éloignait à mesure que nous avancions. Nos voitures étaient vieilles, fidèles mais fatiguées, la maison nécessitait des réparations que nous repoussions sans cesse, faute de moyens.
Les vacances se résumaient à de courts séjours chez mes parents à la campagne, un luxe que nous pouvions à peine nous offrir. La pression financière était un poids invisible, mais omniprésent, comme un nuage bas qui vous suit partout, menaçant de déverser sa pluie fine et glaciale à tout moment. Clara et moi en parlions, souvent à voix basse, une fois les enfants couchés, le murmure de nos inquiétudes se mêlant au grincement des planchers sous nos pas. Comment allons-nous payer la prochaine facture d'électricité? Les chaussures des enfants sont trop petites, il faut en acheter de nouvelles, mais à quel prix? Des phrases simples, anodines en apparence, mais chargées d'un sens profond, celui de la responsabilité écrasante qui pesait sur nos épaules. Nous observions nos amis, nos voisins, tous se débattre dans le même tourbillon. Certains perdaient leur emploi, d'autres se retrouvaient endettés jusqu'au cou, pris au piège d'un système qui semblait broyer les plus vulnérables. C'était devenu la norme, semblait-il, une danse macabre avec les chiffres rouges. La société nous exigeait toujours plus d'être de bons parents, des employés irréprochables, des citoyens modèles avec des ressources de plus en plus limitées. Cette pression insidieuse s'immisçait dans nos conversations, transformant parfois une simple discussion sur les courses en une joute verbale tendue sur le prix du beurre ou de l'huile. Nos familles, elles aussi, étaient prises dans ce maelstrom. Mes parents, modestes retraités, nous aidaient parfois comme ils le pouvaient, mais je savais que chaque aide représentait un sacrifice pour eux. La famille de Clara, légèrement plus à l'aise, avait ses propres attentes, des attentes implicites de réussite sociale que nous peinions à satisfaire. C'était un peu comme nager à contre-courant, se débattre sans jamais atteindre la rive, l'épuisement qui s'installait lentement, insidieusement. Pourtant, malgré tout cela, ces difficultés ne nous avaient jamais fait douter de notre amour, du moins c'est ce que je croyais alors. Elles nous avaient, je pensais, soudés plus que jamais. Deux naufragés sur une même chaloupe, à ramer ensemble contre la tempête. C'est ce que j'avais cru de tout mon cœur. N'est-ce pas la plus cruelle des ironies que de penser que les épreuves peuvent soit renforcer, soit briser irrémédiablement? Les premiers signes, je les ai vus. Enfin, avec le recul, avec cette lucidité blessante qui vient après la catastrophe, je les reconnais astérisque. À l'époque, ils n'étaient que des grains de sable, des anomalies insignifiantes dans la mécanique bien huilée de notre quotidien, des petits riens que le cœur, dans sa naïveté aveugle, refuse de lire comme des présages funestes. Je me souviens d'une soirée particulière, il y a peut-être 1 an et demi de cela, juste avant que le sol ne commence réellement à trembler sous nos pieds. Clara était devenue plus silencieuse, plus absente. Avant, nos soirées étaient emplies de nos bavardages, de nos récits détaillés de la journée, des anecdotes amusantes sur les enfants, des discussions animées sur l'actualité. Elle riait, me taquinait, son regard cherchait le mien. Mais ce soir-là, elle était plongée dans son téléphone, les pouces agiles sur l'écran lumineux, un petit sourire énigmatique aux lèvres qui ne me semblait pas adressé à moi. Je lui avais demandé, avec une légère curiosité, ce qu'elle faisait d'aussi captivant. Rien, juste des amis sur les réseaux, avait-elle répondu, sans lever les yeux, son ton un peu trop évasif, son corps légèrement tourné loin de moi. Un banal échange, n'est-ce pas? Mais son timbre, son geste, avait laissé une infime trace dans mon esprit, une plume d'oiseau tombée sur une mare d'huile, à peine visible, mais présente. Connais-tu ce sentiment étrange où l'on perçoit une note discordante, un demi-ton qui jure dans une mélodie que l'on pensait connaître par cœur, mais que l'on attribue à la fatigue de l'orchestre, plutôt qu'à une fausse note délibérée? C'était exactement ça. Puis, il y a eu ces changements, plus marqués, dans sa routine. D'abord, des heures supplémentaires non prévues, des réunions tardives à l'école. Ce n'était pas rare pour une enseignante, les préparatifs, les conseils de classe pouvaient être chronophages. Je ne m'en étais pas formalisé, habitué à ces dévouements professionnels. L'éducation, c'est un sacerdoce, avais-je même plaisanté une fois, tentant d'alléger l'atmosphère. Elle avait souri, un sourire un peu forcé, m'avait semblé-il, mais j'avais balayé cette pensée, l'attribuant à la fatigue. Puis, les sorties entre amis étaient devenues plus fréquentes, parfois improvisées à la dernière minute. Elle rentrait plus tard, les yeux brillants d'une intensité nouvelle, un parfum différent, plus enivrant que son habituel shampoing, s'attardait sur ses vêtements. C'est bon de s'aérer, de voir d'autres têtes, disait-elle. Et je la croyais, bien sûr. Pourquoi n'aurais-je pas cru la femme avec qui je partageais tout, la mère de mes enfants, mon roc, mon point d'ancrage? L'amour, parfois, nous rend aveugles, n'est-ce pas? Il met des œillères pour nous protéger des vérités qui pourraient nous déchirer, qui nous feraient basculer dans un abîme que l'on ne veut pas voir. Un jour,
elle avait commencé à mettre un mot de passe sur son téléphone. Avant, il était ouvert, jamais je n'avais eu à y toucher, ni même l'envie. Nous n'avions pas de secret de ce genre. Pour la sécurité, m'avait-elle dit d'un air léger, presque désinvolte. Il y a tellement de données personnelles maintenant, et puis, les enfants pourraient faire des bêtises. Et c'était vrai, après tout. Nous étions en pleine ère numérique, les histoires de piratage, de confidentialité étaient monnaie courante. J'avais hoché la tête, sans plus. Mais ce petit geste, cette barrière numérique soudaine, avait planté une graine de questionnement dans un coin reculé de mon âme. Comme une fine fêlure qui apparaît sur une porcelaine ancienne, si petite qu'on ne la remarque qu'en l'examinant à la loupe, mais qui est bien là, annonçant une fragilité future, une rupture silencieuse. Nos conversations sur nos projets d'avenir s'étaient faites plus rares, ses réponses plus évasives, ses regards fuyants. Quand je parlais d'acheter la maison d'à côté pour y faire un grand jardin potager, ou de ce voyage en Italie dont nous rêvions depuis des années, elle hochait la tête, mais son regard s'était absenté, comme si son esprit était déjà ailleurs, naviguant sur d'autres eaux, poursuivant d'autres horizons. Ce n'était pas un désintérêt manifeste, non, plutôt une forme de distance, une absence de l'étincelle, de l'enthousiasme que j'avais toujours connu chez elle. Ses yeux, d'ordinaire si expressifs, si emplis de vie, étaient devenus des miroirs froids reflétant mes propres questions, sans jamais y répondre, sans jamais livrer le fond de sa pensée. La tendresse avait aussi changé, insidieusement, par petites touches imperceptibles. Moins de mains agrippées instinctivement dans la nuit, moins de caresses furtives dans la cuisine quand je passais derrière elle. Notre intimité physique, autrefois si naturelle, si spontanée, était devenue un territoire incertain, comme si une mince pellicule de glace s'était formée à la surface d'un lac profond, rendant la traversée périlleuse. Les moments de rapprochement étaient souvent précédés d'une gêne latente de sa part, ou d'une hâte inexpliquée de la sienne, comme si elle cochait une case dans une liste. Je me disais que c'était la fatigue accumulée, le stress incessant de nos vies, le poids des responsabilités qui nous accablaient. C'était la saison, disais-je pour me rassurer, où les feuilles tombent avant l'hiver, une période de ralentissement naturel avant le renouveau. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à murmurer, à se faire entendre, une mélodie dissonante que je tentais désespérément d'ignorer, de couvrir par le bruit des pensées plus rationnelles. C'était comme observer une fissure apparaître lentement sur le mur porteur de sa propre maison, en se convainquant que ce n'est qu'un détail esthétique, et non le signe avant-coureur d'un effondrement imminent. Des odeurs, aussi, s'étaient immiscées dans notre quotidien, de légers indices que mon cerveau, malgré moi, enregistrait. Non, pas une odeur de parfum étranger, rien d'aussi évident, d'aussi brutal. Mais une odeur de lessive parfois différente sur ses vêtements, une fragrance qui ne correspondait pas aux nôtres, qui n'était pas notre astérisque odeur de maison, ce mélange familier de nos vies. Ou bien, une fois, une petite note de tabac froid sur son pull préféré, alors qu'elle ne fumait pas, et abhorrait l'odeur du tabac. Elle avait ri, d'un rire un peu trop forcé, en expliquant qu'elle avait dû aider une collègue fumeuse qui avait eu un problème de voiture, que c'était un simple accident, une imprégnation involontaire. Et j'avais souri en retour, le cœur serré par une sensation fugace, une brève morsure d'incertitude que j'avais aussitôt repoussée, enfouie au plus profond de moi. L'esprit humain est un maître dans l'art de l'auto-illusion quand il s'agit de protéger son monde, de préserver les fondations de son bonheur. Je m'étais construit une forteresse de certitude autour de notre couple, et chaque petit indice était une flèche que je parlais à dévier d'un revers de la main, refusant de voir qu'elles commençaient, les unes après les autres, à transpercer mon bouclier, à le miner de l'intérieur. Je me souviens d'une après-midi où je rentrais exceptionnellement plus tôt du travail, une réunion annulée à la dernière minute. La maison était étrangement silencieuse, un silence pesant qui n'était pas le calme habituel de l'après-midi. Clara était dans le salon, assise sur le canapé, le regard vide fixé sur la fenêtre, comme perdue dans une contemplation lointaine. Elle avait sursauté violemment à mon entrée, comme si je l'avais réveillée d'une profonde torpeur, d'une sorte de sommeil éveillé. « Oh, c'est toi » avait-elle dit, sa voix un peu rauque, son visage pâle. Je ne t'attendais pas si tôt. Je lui avais demandé si tout allait bien, si elle se sentait mal. Elle avait hoché la tête, un sourire fragile, presque douloureux. Oui, oui. Juste, je réfléchissais. Aux enfants, au travail. Réfléchir à quoi, exactement? Je n'avais pas insisté, par respect, par peur peut-être. J'avais simplement senti un froid me saisir, un pressentiment étrange, comme la prémonition d'une tempête lointaine qui, même si le ciel est encore d'un bleu immaculé,
se fait déjà sentir par une légère baisse de température, un frisson imperceptible qui court le long de l'échine. Ces moments, ces infimes anomalies, étaient autant de petits cailloux glissés insidieusement dans mes chaussures. D'abord, on ne les sent pas. Puis, ils irritent. Enfin, ils blessent, à chaque pas, à chaque mouvement. Mais on continue de marcher, en se disant que c'est le chemin, que c'est la vie, que l'amour est aussi fait de ces inconforts passagers. On invente 1000 raisons pour justifier l'inexplicable, on tisse des fils de mensonges pour ne pas voir la vérité qui nous hurle au visage, qui tambourine à la porte de notre inconscient. Que aurais-tu fait, toi, à ma place? Aurais-tu déchiré le voile, risquant de découvrir une horreur indicible, une trahison que tu n'aurais jamais pu concevoir? Ou aurais-tu, comme moi, préféré vivre encore un peu dans la douce illusion, dans la tiédeur d'un amour qui, sans que tu le saches, était déjà en train de se refroidir, goutte après goutte, tel le sang s'écoulant lentement d'une blessure invisible, mais profonde? C'est l'histoire d'un bonheur fragile qui commençait à se fissurer sous le poids des non-dits et des peurs enfouies, et je n'en avais pas la moindre idée. Le fossé entre nous s'élargissait, chaque jour un peu plus, une fissure invisible qui, je le savais au fond de moi, menaçait de scinder notre monde en deux. Ce n'était plus seulement l'odeur fugace d'un parfum étranger sur ses vêtements ou ces messages qu'elle lisait du coin de l'œil avant de les effacer, non, c'était devenu une atmosphère, un air que je respirais, chargé d'une tension diffuse et insupportable. Les silences, autrefois doux et complices, étaient devenus lourds, pesants, des murs invisibles dressés entre nos âmes. Je me souviens de ces soirées où nous étions assis côte à côte sur le canapé, le téléviseur diffusant un murmure lointain, et où l'espace entre nous prenait des dimensions cosmiques. Mes tentatives de briser cette glace se heurtaient à un mur d'indifférence polie, ou à une lassitude à peine voilée dans son regard. Qu'aurais-tu fait, toi, face à ces gouffres qui s'ouvrent au milieu de ce que l'on croyait être un terrain solide? Aurais-tu crié, ou aurais-tu, comme moi, chuchoté des questions dans le vide, espérant une réponse qui ne venait jamais? Le poids de ces non-dits était pire que toutes les disputes que nous aurions pu avoir, c'était l'érosion lente et douloureuse de ce qui nous unissait, chaque goutte de silence creusant un peu plus le rocher de notre amour. Nos conversations, autrefois les piliers de notre intimité, s'étaient réduites à une suite de banalités échangées à la hâte, des bulletins météorologiques sur la surface agitée de nos vies. As-tu pensé à la liste de courses? Les enfants ont eu une bonne journée à l'école, des phrases anodines qui n'avaient plus la saveur de la tendresse, mais le goût amer de l'obligation. Son regard fuyait le mien, comme si la vérité était une brûlure qu'il ne pouvait soutenir, glissant sur les objets de la pièce, sur la table, sur la fenêtre, partout sauf sur moi. Le cocon douillet que nous avions tissé au fil des ans, cette bulle protectrice où nos âmes se rencontraient sans filtre, s'était lentement mais sûrement transformé en une prison de suspicion, ces barreaux faits des questions sans réponse et des peurs inavouées. Mon esprit était devenu un détective obsessionnel, chaque geste de Clara, chaque mot prononcé, chaque absence, était disséqué, analysé, tenté d'être remis en place dans un puzzle dont les pièces maîtresses manquaient. Je me voyais, les nuits sans sommeil, refaire le film de la journée, cherchant l'anomalie, l'indice que j'aurais pu manquer, le fragment de vérité qui aurait pu tout éclairer, ou tout détruire. Cette quête était une torture, un poison lent qui rongeait ma paix intérieure, transformant chaque instant de ma vie en un terrain miné où la prochaine explosion n'était qu'une question de temps. Le moment décisif arriva un mardi soir pluvieux, la lumière de la cuisine filtrant à travers les gouttes de pluie qui striaient la fenêtre, une scène si ordinaire qu'elle en devenait grotesque pour le drame qu'elle s'apprêtait à accueillir. Les enfants étaient couchés, le silence de la maison n'était brisé que par le tic-tac monocorde de l'horloge murale et le doux ronronnement de la machine à laver dans la buanderie. J'étais en train de ranger les dernières assiettes, l'eau chaude crépitant sous le robinet, quand je l'ai senti derrière moi. Ce n'était pas la confrontation que j'avais imaginée, avec des cris, des larmes, des accusations. Non, ce fut une phrase, lâchée d'une voix presque mécanique, dénuée de toute émotion, comme si elle lisait une notice d'information. « Il faut que je te dise quelque chose. » La simplicité de ces mots était terrifiante. J'ai arrêté ce que je faisais, l'eau a continué de couler, emportant avec elle, symboliquement, une partie de mon insouciance. Mon dos était tourné vers elle, et je n'osais pas me retourner, comme si ne pas l'avoir prononcé ces mots pouvait empêcher leur existence. Le silence s'est étiré, pesant, un bourdonnement dans mes oreilles. Puis, elle a respiré, un soupir léger, et les mots sont tombés, un par un, comme des pierres froides dans un puits sans fond. Je suis avec quelqu'un d'autre. Ça fait 6 mois. Et je pars. Le monde, tel que je le connaissais, s'est effondré en un instant. Ce n'était pas une chute lente,
comme un château de sable emporté par la marée, mais un tremblement de terre, une explosion silencieuse qui a réduit en poussière chaque certitude, chaque espoir, chaque projet que j'avais nourri. J'ai lâché l'assiette que je tenais, elle s'est brisée sur le carrelage en 1000 morceaux, le son aigu déchirant le silence de mort qui avait suivi ces paroles. Ce fracas était le reflet exact de ce qui se passait en moi. Mon cœur, ou ce qu'il en restait, ne battait plus, il tambourinait contre ma poitrine, une bête blessée cherchant désespérément à s'échapper. L'air s'est épaissi, mes poumons refusaient d'obéir, et une nausée glaciale a envahi mes entrailles. Je me suis enfin retourné. Son visage était pâle, ses yeux cernés, mais son regard, ce même regard fuyant de ces dernières semaines, n'exprimait pas de regret, pas de douleur palpable, juste une étrange résolution, comme si elle avait enfin posé un fardeau. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais face à une étrangère. Connais-tu ce sentiment où l'on regarde la personne que l'on a le plus aimée, et que l'on ne reconnaît plus rien d'elle? C'était ça. Son aveu fut lapidaire, presque clinique dans sa brutalité. Pas d'excuses détaillées, pas de tentative d'explication profonde, juste la décision froide et irrévocable de partir. Elle avait déjà fait ses valises, m'a-t-elle dit, des jours auparavant, cachée quelque part, attendant le bon moment. Le bon moment. Comme si notre vie ensemble, nos souvenirs, nos enfants, n'étaient qu'un chapitre à refermer avec la plus grande discrétion. Elle a parlé de besoin d'autre chose, de l'épuisement, de ne plus se sentir elle-même. Des mots creux, jetés en pâture à mon désarroi, des phrases préfabriquées pour justifier l'injustifiable. Elle n'a même pas mentionné l'autre, pas son nom, pas la nature de cette nouvelle relation, comme si cela n'avait aucune importance, comme si ce n'était qu'un détail technique dans sa quête d'une nouvelle identité. Elle a quitté la cuisine, laissant derrière elle les morceaux de l'assiette brisée et les miettes de ma vie. Je suis resté là, debout au milieu du chaos, le bruit de ses pas s'éloignant, puis le claquement sec de la porte d'entrée qui a résonné dans le silence assourdissant de la maison. C'était la fin d'un monde. Un monde où Clara et moi étions une entité, où nos destins étaient inextricablement liés, où chaque souffle était partagé. Le paysage que j'avais devant moi n'était plus celui de notre foyer chaleureux, mais un champ de ruines carbonisées, un sol jonché de cendres encore fumantes. L'incendie était passé, dévastateur, inattendu, et m'avait laissé seul au milieu de ce qui n'était plus qu'un squelette de vie. La chaleur de sa présence s'était évaporée, remplacée par un froid lancinant qui pénétrait jusqu'à mes os. Le silence n'était plus un gouffre, mais un abîme, un vide béant où mon propre écho se perdait sans trouver de résonance. J'ai ramassé un morceau d'assiette, sa surface émaillée, autrefois lisse et brillante, maintenant coupante et inutile. C'était une métaphore parfaite de notre amour, beau en apparence, mais brisé, incapable de contenir quoi que ce soit désormais. Mes mains tremblaient, pas de rage, mais d'une peur primale, celle de l'anéantissement. Comment allais-je expliquer cela aux enfants? Comment allais-je me relever de cette chute, moi qui avais toujours cru en la solidité de nos fondations? C'était un point de non-retour, gravé non seulement dans ma mémoire, mais dans chaque fibre de mon être, dans ma chair qui se souvenait encore de ses caresses, et dans mon âme qui se sentait désormais nue, exposée au vent froid de la solitude. Je ne savais pas encore comment j'allais survivre à cette nuit, ni à toutes celles qui suivraient. Je savais seulement que rien ne serait plus jamais comme avant. Son départ n'a pas été un simple claquement de porte, un vide derrière elle. Non, son départ a été une explosion silencieuse, un tremblement de terre qui a rasé le paysage de ma vie, me laissant au milieu d'un champ de ruines fumantes. La maison, celle que nous avions bâtie avec nos rêves, nos rires, nos peurs, est devenue un mausolée, chaque pièce résonnant du fantôme de sa présence. Connais-tu ce silence qui hurle plus fort que n'importe quel cri? Ce silence assourdissant qui te fait douter de ta propre existence, qui te donne l'impression que l'air lui-même est devenu trop lourd à respirer. C'est ce que j'ai vécu, jour après jour. Mes entrailles se tordaient d'une douleur que les mots peinent à décrire, comme si on m'avait arraché une partie vitale sans anesthésie, laissant une plaie béante, exposée au vent glacial du doute et de la trahison. Les cicatrices n'étaient pas seulement invisibles. Elles se nichaient dans les replis de mon esprit, dans les nuits sans sommeil où chaque image de Clara, de nos moments heureux, se transformait en une torture. Je revoyais son sourire, la façon dont elle plissait les yeux quand elle riait, le creux de sa nuque où j'aimais poser mes lèvres, et chaque souvenir était une aiguille enfoncée plus profondément dans ma chair vive. L'amertume montait, se mêlant à une colère froide, puis à une tristesse si profonde qu'elle menaçait de m'engloutir entièrement. C'était une bataille constante à l'intérieur de ma tête, une guerre civile où les factions de l'amour passé et de la haine présente s'affrontaient sans merci.
Et au milieu de ce chaos, il y avait la question lancinante, celle qui vrillait mon cerveau sans relâche, pourquoi? Pourquoi moi? Que avais-je fait pour mériter cela? N'avons-nous pas tous, à un moment ou à un autre, cette impression d'être le dindon de la farce, le pantin dont les fils ont été coupés sans préavis, sans explication valable, nous laissant choir dans l'abîme? Les répercussions n'étaient pas que psychologiques. Elles étaient prosaïques, cruelles, ancrées dans la réalité terre-à-terre de la vie quotidienne. Le matelas de plumes du bonheur s'était transformé en une litière d'épines financières. Clara avait toujours été celle qui gérait les comptes, qui avait cette aisance avec les chiffres, cette vision claire de nos dépenses et de nos économies. Je m'étais reposé sur elle, aveuglément confiant, persuadé que nos vies étaient entrelacées comme les lianes d'une forêt ancienne. Sans elle, le budget du foyer était un labyrinthe sans minotaure, mais tout aussi effrayant, car chaque chemin menait à une impasse. Les factures s'empilaient comme des accusations silencieuses. Le salaire unique, le mien, qui suffisait à peine à couvrir nos besoins à 4, était soudainement étiré à l'extrême, et la moindre dépense imprévue prenait des allures de catastrophe. J'ai dû réduire, couper dans le vif, renoncer à des petites choses qui, auparavant, faisaient notre quotidien, la sortie au restaurant du samedi, les nouvelles chaussures pour les enfants, le petit extra pour les vacances. Chaque privation était une piqûre de rappel de la situation, une nouvelle goutte d'encre noire qui salissait la page de ma vie. Je me sentais vulnérable, exposé, comme un petit oiseau tombé de son nid, essayant d'apprendre à voler avec une aile brisée. La maison, notre havre de paix, était devenue le théâtre de ma solitude. Chaque objet était un rappel, une relique d'un passé doux amer. Le mug à café en grès qu'elle utilisait tous les matins, posé sur l'étagère, semblait attendre son retour. Son côté du lit, immaculé, restait froid, un espace que j'osais à peine effleurer, craignant de réveiller un écho trop douloureux. Ses vêtements, ceux qu'elle avait laissés, pendaient encore dans l'armoire, des fantômes de tissu imprégnés d'un parfum fané, une odeur douce et familière qui me serrait la gorge. Les dessins de nos enfants, affichés sur le frigo, qu'elle avait commentés avec tant d'enthousiasme, me rappelaient qu'une partie d'eux l'attendait aussi, innocemment, sans comprendre la profondeur de l'abîme qui s'était ouvert. Chaque souvenir était une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête, menaçant de tomber à tout moment, de trancher le mince fil de ma résilience. Comment avancer quand le passé vous retient par le col, vous force à vous retourner à chaque pas? N'est-ce pas le piège le plus cruel, que de devoir vivre dans un présent dévasté par un passé qu'on ne peut plus toucher? La reconstruction fut un chemin si lent, si ardu, que les jours se confondaient en semaines, les semaines en mois, sans que je ne perçoive de véritable progrès. C'était comme tenter de remonter une pente glissante sous une pluie battante, chaque pas en avant étant suivi d'un demi-pas en arrière. Au début, je me suis roulé dans la douleur, je l'ai embrassée, elle était ma seule compagne, ma seule vérité. Puis, est venu le moment où cette douleur, au lieu de me consumer, m'a simplement vidé de toute substance. C'est là que j'ai compris que je devais la combattre, non pas l'ignorer, mais la transformer. J'ai appris à panser mes plaies, non pas d'un coup de baguette magique, mais brique par brique, avec la patience d'un maçon rebâtissant une cathédrale après un incendie. Chaque jour, c'était une petite victoire, me lever à l'heure, préparer un repas équilibré pour les enfants, répondre à un email de travail sans me sentir submergé. J'ai dû affronter mes peurs les plus profondes, celles qui se nichaient dans les recoins sombres de mon esprit. La peur de la solitude, ce spectre qui me hantait chaque soir, me chuchotant que je serais seul pour toujours. La peur de ne plus jamais faire confiance, de voir la trahison dans chaque regard, chaque geste. La peur de ne pas être un bon père, de faillir à cette tâche immense qu'est d'élever des enfants dans ce chaos. Et par-dessus tout, la peur de mon propre jugement, de cette voix intérieure qui me répétait sans cesse que j'avais été aveugle, naïf, trop confiant. J'ai commencé à parler, timidement d'abord, à quelques amis qui avaient eu la décence de ne pas me fuir, à un thérapeute qui m'écoutait sans jugement, m'offrant des outils pour naviguer dans la tempête. Petit à petit, j'ai commencé à me réapproprier mon identité. Qui étais-je, au-delà du mari trahi? Au-delà du père célibataire? Je me suis souvenu de mes passions d'avant, de la musique que j'aimais écouter, des livres que je dévorais, des balades en forêt que j'avais délaissées. C'étaient des miettes, des fragments, mais chaque fragment ramené à la surface était une petite victoire, un pas vers le retour à moi-même. Et puis, dans cette obscurité persistante, comme une étoile timide perçant la nuit la plus sombre, une nouvelle présence a commencé à scintiller. Elle s'appelait Élise. Je l'ai rencontrée à la sortie de l'école, nos enfants étant dans la même classe.
Au début, ce n'était rien de plus qu'un échange de politesse, un sourire courtois, les discussions banales sur les devoirs et les activités extrascolaires. Mais peu à peu, nos conversations se sont approfondies. Elle avait cette douceur dans le regard, cette capacité à écouter sans juger, sans chercher à me conseiller, juste à être là, présente. Elle aussi était passée par des épreuves, la vie l'avait égratignée, et elle avait cette sagesse tranquille qui ne se construit qu'à travers la douleur. Son aide fut inattendue, une bouée lancée alors que je dérivais en pleine mer. Parfois, c'était un café après avoir déposé les enfants, un moment de répit où je pouvais simplement être moi-même, sans masque. D'autres fois, c'était une proposition de venir dîner, une occasion d'échapper à la solitude de ma cuisine. Elle apportait de la lumière, non pas un soleil ardent qui aurait pu me brûler, mais une douce lueur, une chandelle dans le noir, qui m'aidait à voir les contours des choses, à ne plus trébucher à chaque pas. Je n'ai pas réalisé tout de suite l'ampleur de son rôle. Je ne cherchais pas l'amour, je ne cherchais même pas une amitié profonde. J'essayais simplement de respirer à nouveau. De survivre à chaque journée sans me noyer dans le désespoir. Élise ne me parlait pas de Clara, ne me poussait pas à raconter. Elle me parlait de la vie, de ses petites joies, de ses défis, de la beauté qui pouvait encore exister même après les tempêtes. Sa présence était comme une douce pluie sur une terre asséchée, une pluie qui, goutte après goutte, préparait le terrain pour un renouveau que je n'osais même pas espérer. Elle m'a montré que la gentillesse existait encore, que l'empathie n'était pas morte, que la connexion humaine pouvait être une force, et non une faiblesse. Sans le savoir, elle plantait les graines d'une guérison qui, avec le temps, allait porter de nouveaux fruits. Et je commençais, très lentement, à entrevoir une petite parcelle de ciel bleu au-dessus des nuages sombres. 1 an. 12 mois. 365 jours. Cela paraît à la fois une éternité et un battement de cils quand on regarde en arrière, n'est-ce pas? 1 an depuis que le monde avait basculé, depuis que les cendres du passé avaient recouvert mes espoirs, mes rêves, ma conception même de l'amour. Pourtant, ce n'était pas un an de stagnation, d'immobilité dans la douleur. Non. Ce fut un an de cicatrisation, un temps de transformation profonde, presque imperceptible au quotidien, comme une rivière qui sculpte inlassablement la roche, pierre après pierre, jusqu'à redessiner entièrement le paysage. Durant cette année, les choses n'avaient pas cessé de bouger. La maison avait retrouvé un semblant de paix, non pas l'ancienne paix, celle empreinte de l'illusion d'un bonheur parfait, mais une nouvelle, plus fragile peut-être, mais plus authentique. Les enfants avaient grandi, leur rire avait de nouveau rempli les pièces, un peu moins déchirant, un peu plus insouciant. Ils avaient posé moins de questions sur maman, leur esprit d'enfant acceptant avec une simplicité déconcertante ce que mon cœur d'adulte peinait à digérer. Et moi, j'avais appris à respirer différemment. J'avais appris à vivre avec la cicatrice, à la toucher du bout des doigts sans que la douleur ne me submerge à chaque fois. J'avais exploré les recoins les plus sombres de mon être, confronté mes peurs, mes doutes, ma colère sourde. J'avais compris que la reconstruction n'était pas une ligne droite vers la lumière, mais une spirale, avec ses moments de rechute, ces jours où le souvenir d'un parfum, d'une chanson, suffisait à me ramener aux abîmes. Qu'aurais-tu fait, à ma place, quand chaque matin est une victoire sur le désir de ne plus se lever, quand chaque soirée est une bataille contre la solitude assourdissante? Ce chemin fut semé d'embûches, de faux départs, de moments où l'épuisement mental menaçait de tout engloutir. J'ai réappris à cuisiner pour mes enfants, à les coucher, à leur lire des histoires avec une voix qui ne tremblait plus, à réparer un jouet cassé avec une patience que je ne me connaissais pas. Le jardin, que j'avais laissé à l'abandon, était devenu mon refuge, un espace où je pouvais transposer mes efforts de reconstruction, arracher les mauvaises herbes, planter de nouvelles fleurs, observer la vie reprendre son cours, même dans la terre la plus ingrate. C'est là, dans le silence de la terre travaillée, que j'ai commencé à me retrouver. Élise, elle, avait été la douce brise qui s'insinuait dans les fissures de mon cœur. Sa présence, d'abord une aide précieuse et discrète pour les enfants, une épaule compatissante pour moi, s'était peu à peu tissée dans la trame de mon quotidien. Au début, c'était juste un café partagé après l'école, des conseils pour un devoir, un sourire qui ne demandait rien. Puis, des conversations plus longues, où les silences étaient aussi importants que les mots. Elle ne cherchait pas à combler le vide, mais à y apporter de la chaleur, une lumière douce qui ne brûlait pas, mais réchauffait. Je ne m'en rendais pas compte sur le moment, trop pris par ma propre douleur, mais elle m'offrait, sans le savoir, un ancrage, une raison de croire que la gentillesse existait toujours, que la confiance pouvait renaître. Nous avions ri,
nous avions échangé des confidences sur nos vies, nos blessures passées, sans jamais forcer le rythme. C'était une danse lente, délicate, sur le chemin de la guérison. Chaque petit geste, un plat qu'elle avait apporté parce que je n'avais pas le temps de cuisiner, une après-midi passée à bricoler dans le jardin pendant que les enfants jouaient avec leurs billes, tout cela construisait, pierre après pierre, un nouveau foyer, non pas de briques et de mortier, mais d'âme et de présence. Ces enfants étaient devenus les meilleurs amis des miens, et nos soirées s'animaient de leurs jeux, de leurs fous rires. C'est fou comme l'amour peut se manifester sous des formes inattendues, n'est-ce pas? On cherche des feux d'artifice, et on trouve un feu de cheminée, doux, constant, rassurant. Je n'avais pas cherché une nouvelle relation, je l'avais laissé me trouver, me réchauffer, me montrer que la vie ne s'arrêtait pas à une trahison, mais qu'elle pouvait se réinventer, plus riche et plus profonde. Et puis, un après-midi, alors que le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux, peignant des motifs orangés sur le parquet du salon, le message est arrivé. Pas un coup de fil, non. Clara avait toujours préféré la distance des écrans pour les choses importantes, celles qui demandent du courage. Un simple SMS, tombé comme une pierre dans l'eau tranquille de ma nouvelle existence. L'écran s'était allumé, faisant vibrer mon téléphone posé sur la table basse, à côté d'un livre que je tentais de lire, un roman d'aventure qui m'aidait à m'évader. J'ai vu son nom apparaître, ce nom qui avait été une blessure ouverte pendant si longtemps et qui, désormais, ne provoquait plus qu'un léger frisson, comme un courant d'air froid dans une pièce réchauffée. J'ai ouvert. Et là, ces mots, imprimés sur l'écran lumineux, m'ont frappé de plein fouet, avec une violence presque comique dans son absurdité. Je me suis bien amusé, maintenant je suis prête à être à nouveau une épouse. Je me souviens d'avoir lu et relu la phrase, mon cerveau refusant d'en accepter la signification. Je me suis bien amusé. Comme une enfant qui a fini de jouer avec un nouveau jouet et qui le repose pour en reprendre un ancien. Mais qui étions-nous dans cette histoire? Qui était l'ancien jouet qu'elle pensait pouvoir reprendre à sa guise? L'arrogance, la déconnexion totale de la réalité contenue dans ces quelques mots m'a d'abord sidéré. Un rire amer m'est monté à la gorge, une sorte d'étranglement fait de colère et d'incrédulité. Avait-elle oublié? Avait-elle effacé de sa mémoire la douleur, le chaos qu'elle avait semé? Pensait-elle que ma vie s'était mise en pause, suspendue à son bon vouloir, attendant qu'elle revienne de ses amusements? Que les enfants n'avaient pas remarqué son absence, que le vide qu'elle avait laissé n'était pas une béance béante dans nos vies? Que aurais-tu fait, à la lecture de ces mots? Aurais-tu crié, pleuré, ou comme moi, aurais-tu ressenti ce vide étrange où la douleur n'était plus qu'un écho lointain, supplanté par une forme de stupeur face à l'audace humaine, une audace si pure qu'elle en devenait presque une performance artistique de l'égocentrisme? Connais-tu ce sentiment où la blessure est si profonde qu'elle s'est transformée en une carapace protectrice, une indifférence presque glaciale? Mon pouce est resté suspendu au-dessus du clavier, prêt à taper une réponse cinglante, une avalanche de reproches. J'avais des milliers de mots brûlants qui me montaient à l'esprit, des phrases acérées, des questions lancinantes sur ce qu'elle avait fait, sur l'homme avec qui elle s'était amusée, sur le manque de respect flagrant pour toute notre histoire. Mais quelque chose s'est retenu. Un mur silencieux s'était élevé en moi, un rempart de dignité et de paix chèrement acquise. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Sa phrase ne méritait pas de mots, elle méritait le silence assourdissant de mon absence. Ce non-réponse était ma déclaration, ma victoire silencieuse sur l'ombre de son passé. Elle ne m'atteignait plus. Le poison n'avait plus d'effet. Mon calme n'était pas de l'oubli, mais du dépassement. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Je savais qu'elle s'attendait à une réaction, un signe de ma part. Sans doute pensait-elle que mon silence était un signe de faiblesse, de résignation, l'antichambre de mon retour à ses pieds. Quelle naïveté, quelle méconnaissance de l'homme que j'étais devenu, de la force que j'avais puisée dans les profondeurs de ma désolation. L'air était chargé d'une tension imperceptible, comme si j'attendais qu'un autre événement vienne confirmer la clôture de ce chapitre. Puis, une semaine plus tard, un mardi après-midi, le destin a décidé de jouer son vaudeville. Élise était là, comme souvent à cette heure-là, venue chercher les enfants à l'école avec moi. Nous venions de rentrer, les rires et les bousculades des petits remplissaient l'entrée, leurs cartables jetés négligemment sur le sol du couloir. J'étais dans la cuisine, en train de préparer un goûter, le parfum de la confiture de fraises flottant dans l'air. Élise était en train de ranger les vestes dans le placard. La sonnette a retenti, un son net, inattendu. Ce son familier, autrefois gage de retrouvailles joyeuses, était devenu un signal de méfiance pour moi.
Qui pouvait bien sonner à l'improviste? Élise, naturellement, s'est dirigée vers la porte. Elle avait cette habitude désormais, elle se sentait chez elle, et elle l'était, d'une certaine manière. J'ai entendu le léger cliquetis du loquet, le grincement discret de la porte qui s'entr'ouvre. Mon dos était tourné, j'étais penché sur le plan de travail, les mains occupées à couper une pomme en quartier pour le goûter. Puis, un silence. Un silence lourd, oppressant, qui a aspiré tous les bruits de la maison, même les murmures des enfants dans le salon. Ce n'était pas un silence normal. C'était le genre de silence qui précède l'orage, ou qui fige le temps, comme si l'univers entier avait suspendu sa respiration. J'ai relevé la tête, mon cœur s'est mis à battre plus fort, une intuition glaciale me traversant l'échine. Je me suis retourné lentement, mes yeux se posant d'abord sur Élise, figée sur le seuil, son visage affichant une surprise mêlée d'une légère confusion, ses yeux grands ouverts. Et derrière elle, se tenant là, sur mon perron, sous le léger crachin d'automne qui avait commencé à tomber, Clara. Elle était là, en chair et en os, une silhouette familière devenue étrangère. Ses cheveux, autrefois si blonds et éclatants, semblaient plus foncés, un peu ternes, et ses traits, que j'avais tant aimés, étaient marqués par une année d'une vie que je ne connaissais pas, une année d'excès peut-être, de solitude masquée. Elle portait un manteau élégant, sans doute un souvenir de ses amusements et de son train de vie d'alors, et un sac à main qu'elle serrait contre elle comme une armure, un bouclier contre la vulnérabilité. Son regard était d'abord fixé sur Élise, un regard qui a d'abord vacillé entre l'incompréhension et une sorte de stupéfaction, avant de se poser sur moi, à travers l'encadrement de la porte, une supplique à peine dissimulée dans ses yeux, une attente. Le silence a duré ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui ne fut sans doute que quelques secondes. Puis j'ai vu. J'ai vu le moment exact où la réalité l'a frappé, comme une gifle invisible mais retentissante. Son visage est devenu blême, pas seulement pâle, mais d'un blanc de linceul, comme si tout le sang s'était retiré de ses veines pour ne laisser qu'une toile vide. Ses yeux, qui avaient d'abord affiché une confiance tranquille, celle d'une femme qui pense revenir à un port qui lui est acquis, se sont écarquillés d'une angoisse soudaine, d'une réalisation terrible, d'un vertige face à l'inattendu. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. C'était une statue de marbre, figée dans la surprise la plus totale, la plus dévastatrice, le souffle coupé, l'illusion brisée en mille éclats. Imaginez ce moment, n'est-ce pas? Le film de toute une année, ma reconstruction, les rires des enfants, la chaleur d'Élise, tout projeté en une fraction de seconde sur un visage blême. Qu'aurait-elle pu dire, ou penser, à cet instant précis, en voyant une autre femme, une femme qui respirait la douceur et la sérénité, ouvrir la porte de astérisque sa astérisque maison? De astérisque mon astérisque foyer? Élise, elle, semblait gênée, mais sa main était posée naturellement sur le chambranle de la porte, un geste protecteur, inconscient, qui ne laissait aucun doute sur sa place ici, sur sa légitimité à être là, au cœur de ma vie. Elle n'avait pas de défi dans son regard, juste une gentillesse étonnée, ce qui rendait la scène encore plus cinglante pour Clara. Je me suis avancé, posant la pomme sur la table sans un bruit. Mon pas était lent, mes émotions étrangement calmes. Je ne ressentais ni triomphe, ni joie mauvaise. Juste une paix profonde. J'ai atteint le seuil de la cuisine, ma présence suffisant à briser le sortilège de silence. Clara a sursauté, son regard s'est enfin posé sur moi, une lueur de désespoir muée dans ses yeux. J'ai croisé son regard, sans un mot, mais avec toute la force de l'homme que j'étais devenu. L'homme qui n'était plus le même que celui qu'elle avait laissé derrière elle, brisé, agonisant. Celui qu'elle pensait pouvoir reprendre à sa guise, comme un livre que l'on referme et que l'on rouvre à son gré. Elle a finalement réussi à murmurer mon prénom, une sorte de plainte étouffée. Alexandre. Sa voix était à peine audible, brisée. Élise s'est reculée d'un pas, me laissant prendre la place devant Clara. Je n'ai rien dit. Je n'avais plus rien à dire. Le message de son retour avait été suffisant. Et cette scène, cette confrontation silencieuse, était la réponse ultime, la dernière ligne d'un chapitre qui venait de se clore. Clara, voyant mon silence, mon calme, et surtout, la présence d'Élise, a compris. Elle a compris que son retour était impossible, que la porte s'était refermée définitivement, mais pas sur la haine, non. Sur l'indifférence, la nouvelle vie. Elle a baissé les yeux, ses épaules se sont affaissées. Elle a tourné les talons, sans un mot de plus, sans une tentative d'explication ou de justification. Juste un départ silencieux,
comme une ombre qui se fond dans la grisaille de l'après-midi, cette fois-ci sans même un regard en arrière, comme si elle s'était enfin rendue à l'évidence de l'irréversibilité de ses actes. Le claquement du portail s'est fait entendre, puis le bruit de ses pas s'éloignant sur le trottoir, s'estompa peu à peu. Elle est partie, sans se retourner, laissant derrière elle un silence différent, cette fois-ci, un silence de conclusion, de point final. Cette confrontation, n'est-ce pas, fut ma véritable libération. Ce n'était pas le départ de Clara qui m'avait libéré, mais sa tentative de retour et son échec cuisant face à ma nouvelle réalité. C'était une affirmation silencieuse, mais puissante, que ma vie, enfin, avait tourné la page. La dernière encre du passé s'était arrachée du fond de mon cœur. Je n'avais pas eu besoin de mots pour la repousser, car ma vie elle-même, la présence d'Élise à mes côtés, l'ordre retrouvé de mon foyer, était la plus éloquente des réponses. C'était la preuve tangible que, même après les pires tempêtes, le soleil peut briller à nouveau, et avec une clarté insoupçonnée, une chaleur plus profonde. Je me suis retourné vers Élise, son regard posé sur moi, teinté d'une douceur interrogative. J'ai souri, un sourire sincère, rempli d'une gratitude infinie, d'une reconnaissance pour cette âme lumineuse qui m'avait aidé à traverser les ténèbres. Elle avait été là, sans le savoir, la gardienne de mon seuil, la messagère de mon nouveau départ. Notre histoire, à Élise et moi, ne faisait que commencer, mais elle était ancrée dans une confiance renaissante, dans un amour qui n'avait pas eu besoin de détruire pour exister. C'était un amour qui se construisait, patiemment, sur les fondations solides de l'amitié et du respect mutuel, un amour de tous les jours, fait de petites attentions et de grandes écoutes. Un amour plus pur et plus fort, car il était né non pas de l'illusion, mais des cendres d'une douleur profonde. Cette histoire, mon ami, aurait pu arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Il suffit d'un instant pour que tout bascule, d'une décision malheureuse pour que le tissu d'une vie se déchire, parfois sans même qu'on le voie venir. Mais il suffit aussi d'une rencontre, d'une main tendue, d'un moment de courage pour se relever, pour se reconstruire, brique par brique, une nouvelle existence. La trahison est une blessure profonde, une marque indélébile, mais elle n'est pas une fin en soi. Elle peut être le catalyseur d'une transformation, l'occasion de découvrir une force insoupçonnée en soi. Crois-moi, quand on traverse l'enfer, on en ressort, si on choisit de se battre, avec une clarté d'esprit, une résilience, et une capacité à apprécier les vraies lumières de l'existence que l'on ne soupçonnait pas. La confiance, une fois brisée, est une chose fragile, mais elle peut être reconstruite, différemment, avec d'autres personnes, sur des bases plus solides, plus transparentes. Et l'amour véritable n'est pas celui qui nous aveugle, mais celui qui nous éclaire, qui nous aide à grandir, même au milieu des ruines, et surtout, celui qui nous offre la paix. N'ayez jamais peur de tourner la page, de vous donner une seconde chance, ou de laisser d'autres âmes bienveillantes entrer dans votre vie. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences similaires, des trahisons, des départs inattendus, des retours impossibles. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans mon histoire, dans ma douleur, dans mes questionnements. Qu'avez-vous ressenti en écoutant mon récit? Comment avez-vous traversé ces tempêtes? N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre propre histoire, vos réflexions. Vos mots peuvent aider quelqu'un d'autre qui se trouve au fond du trou, qui pense que son monde est fini. Et si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti une connexion, alors abonnez-vous à la chaîne. C'est en partageant nos récits que nous comprenons mieux la complexité de l'existence humaine, et que nous trouvons ensemble le chemin vers la guérison et l'espoir. Merci d'avoir écouté mon histoire, jusqu'à son nouveau chapitre.